Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première édition des Ateliers du numérique, une création de Télécom École de Management en partenariat avec canalchat.com et avec le cercle Les Échos. Et donc pour cette première édition, nous allons parler d'un thème éminemment d'actualité puisqu'il s'agit de e-réputation, enjeux et business. Et pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet vaste et passionnant, nous sommes ravis d'accueillir, bonjour Christine Bellaguet, bonjour. Vous êtes maître de conférence en e-marketing, titulaire de la chaire réseaux sociaux de Télécom École de Management, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est la chaire réseaux sociaux? Je sais que c'est la seule chaire sur ce thème en France, et peut-être même en Europe. Donc, sur quoi vous travaillez concrètement? Alors, c'est une chaire que j'ai lancée l'an dernier. C'est une chaire qui est en partenariat avec 3 grands groupes qui sont Page Jaune, Danone et La Poste. Donc, on a un soutien financier pour 3 ans pour mener des recherches sur les réseaux sociaux, en particulier sur comment les entreprises peuvent utiliser les réseaux sociaux dans leur stratégie marketing. Donc on travaille sur 4 axes. Le premier axe, c'est comment on peut modéliser la diffusion d'une information dans les réseaux, quelles métriques suivre. On a un deuxième axe sur les usages, comment les gens utilisent ces réseaux, en particulier la géolocalisation, les diversités culturelles, etc. Le troisième axe porte sur la gestion de la relation client. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent Twitter pour gérer directement la relation client, comme La Poste par exemple. Et donc on s'intéresse au community manager et au rôle du community manager. Et le quatrième axe porte sur ce que l'on appelle le big data, c'est-à-dire comment on peut analyser toutes ces conversations et essayer de prévoir des comportements à partir de ces conversations. D'accord, tout ça est passionnant. Et donc l'e-réputation est quand même un sujet au centre de ces 4 thèmes. Alors l'e-réputation fait partie du premier axe qui est qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut mesurer ce qui se dit sur Internet aujourd'hui. Et donc c'est tout ce qui est diffusion d'informations. Justement, à votre droite, Nicolas Huguenin, bonjour. Vous Bonjour. êtes fondateur de VisiBrain. VisiBrain, oui. Ouais, qui est un outil de veille stratégique sur Twitter. Donc c'est un petit peu... C'est ça. Vous répondez tous les deux, un petit peu d'une certaine façon. Donc expliquez-nous juste en 2 mots de quoi il s'agit. Alors c'est un logiciel qui analyse le réseau d'information Twitter et avec le but vraiment d'en extraire en premier l'information, c'est-à-dire vraiment de détecter les tendances, détecter l'information et de pouvoir la livrer aux entreprises dans le cadre d'e-réputation par exemple pour qu'elles puissent prévoir un bad buzz et savoir qu'il va y avoir qu'il se passe des choses avant tout le monde. On travaille beaucoup avec des agences de RP par exemple. D'accord. Voilà. Très bien, on va rentrer dans le détail plus tard. tout à l'heure, mais c'était bien de planter le décor parce que le but du jeu, je vous le rappelle, c'est de répondre à nos visiteurs, nos internautes et de répondre à un maximum de questions. Donc on commence tout de suite avec Jefferson B, je suppose qu'on prononce comme ça. En quoi est-ce un enjeu pour un étudiant de gérer son e-réputation? Comment doit-il s'y prendre? Alors là, on parle des individus, on commence par les individus. Donc comment doit-on s'y prendre quand on est étudiant pour gérer son e-réputation? Alors ça tombe bien parce qu'on a écrit, j'ai coécrit avec des étudiants de 3e année de l'école, Télécom École de Management, donc notamment Anthony Babkin, un ouvrage chez Duno dédié à ça, qui s'appelle Bien gérer sa e-réputation, et qui est dédié, que je recommande vraiment aux jeunes diplômés, qui est dédié à la gestion de la e-réputation pour des étudiants qui viennent de sortir de l'école ou qui ont quelques années d'expérience professionnelle. Et ce qu'on a fait dans cet ouvrage, c'est qu'on est allé interviewer des DRH de grandes entreprises, donc Société Générale, etc., pour savoir comment elles recrutaient sur Internet des candidats. Et donc, à partir de ces interviews, on fait un certain nombre de recommandations. Donc moi, les recommandations que je fais aujourd'hui, c'est une première recommandation majeure qui est il faut que les jeunes diplômés ou les étudiants ferment bien leur profil Facebook pour différencier bien leur vie privée et leur vie professionnelle. Et ça, je leur dis dès la première année à l'école. Deuxième recommandation, c'est il faut être absolument aujourd'hui sur LinkedIn et Viadeo, qui sont des réseaux sociaux professionnels. Et même dès la première année, eh bien, on peut être sur ces réseaux. Et puis, il faut devenir, je dirais, utilisateur régulier de ces réseaux, en particulier, encore une fois, les réseaux professionnels, c'est-à-dire il faut commencer à se mettre dans des groupes de discussion sur des sujets d'expertise et il faut commencer à contacter un certain nombre d'individus. Et enfin, il faut être présent sur Twitter et commencer à discuter et à utiliser Twitter parce que Twitter est un outil extrêmement professionnel et utilisé dans le monde professionnel. Et on va être reconnu aussi par une présence sur Twitter. Je termine juste en disant, si on n'est pas présent du tout sur ces réseaux, parce qu'on est timide, parce que c'est difficile parfois, ne pas être du tout sur Internet
aujourd'hui peut devenir un problème pour des étudiants qui cherchent du travail, parce que tout dérache, Googleise évidemment Donc il faut être le présent, jeune diplômé. mais il faut faire attention à sa présence. Mais il faut qu'elle gérer soit sa présence. Voilà, la gérer, il faut savoir la qu'elle soit gérer. extrêmement professionnelle. Voilà. Et il ne faut pas oublier Twitter. Ouais. Parce que Nicolas va... Bon, moi, je veux pas parler que de Twitter, hein, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord. En fait, c'est vraiment un espace, enfin, le web et l'image qu'on renvoie. Enfin, c'est quelque chose que tous les recruteurs, hein, je pense. Enfin, en tout cas, du point de vue start-up, ça se fait. Les entreprises où j'ai travaillé, ça se fait aussi. Il faut occuper l'espace parce que on se connaît pas encore. Pourtant, il y a plein d'informations sur vous sur Internet, alors il vaut mieux que ce soit vous qui l'ayez mise et qu'elle soit bonne. Non, mais c'est important, hein, plutôt que laisser soit d'autres la mettre, ou alors même le cas de personnes qui ont le même nom et prénom, hein, ça peut arriver, et qui occupent l'espace, et du coup, on n'est pas présent. Et aujourd'hui, si on cherche n'importe qui sur Internet et qu'on ne le trouve pas, c'est assez c'est suspect, quoi. On se demande... Alors, il vaut mieux quoi avoir ne pas y être ou y être de manière un peu limite? Y être de manière limite, c'est pas très positif. Il faut savoir le gérer, voilà. Mais il faut pas y être à moitié. Il faut pas y être en juste. Voilà, ça se travaille. Et pour les jeunes diplômés et pour les étudiants, c'est quelque chose de fabuleux aujourd'hui, parce que avant il fallait envoyer son CV, etc. Aujourd'hui, on est présent, donc on peut nous trouver simplement par notre présence sur ces plateformes. En revanche, il faut bien différencier vie privée, vie professionnelle. Très bien, on est rentré dans le vif du sujet. On continue maintenant avec Michu. Quelles recommandations pourriez-vous donner à une jeune entreprise voulant se lancer? Les réseaux sociaux peuvent-ils remplacer les bonnes vieilles techniques du marketing classique? Alors, qui s'y colle? Alors, je vais y aller. Hein. Alors oui et non, c'est-à-dire que ça ne remplace pas complètement le marketing classique. Par contre, nous on le voit, par exemple Twitter, c'est un formidable commercial hein, chez nous, parce que Twitter, mais LinkedIn, c'est un petit peu pareil sur les réseaux professionnels. On peut atteindre des gens qui sont très difficiles d'accès. L'avantage, alors en tout cas pour la partie marketing commercial, c'est que Twitter, les gens sont souvent très réactifs sur ce réseau. Et du coup, il ne faut pas hésiter à leur envoyer des messages et souvent ils répondent. Voilà, et du coup, je pense que c'est vraiment pour une jeune entreprise, c'est à moindre coût, c'est une formidable opportunité pour toucher ses cibles très vite. Voilà, donc, et nous on le fait régulièrement, on le fait tout le temps et ça marche bien. Et on n'a pas besoin de faire de grosses pubs ou en tout cas de payer des spots TV ou n'importe quoi, c'est totalement gratuit, ça demande juste du temps, voilà, c'est tout, ouais, beaucoup de temps. Vous confirmez? Alors, je confirme. Alors, il se trouve, je ne veux pas faire de pub pour mes livres, mais j'ai écrit 2 ouvrages sur réseaux sociaux et entreprises, voilà, et où il n'y a que des cas d'application, et notamment de start-up, de jeunes entreprises. Et c'est ce qu'on fait aussi dans la chaire. Nous, on réfléchit aux stratégies possibles sur les réseaux sociaux. Donc, le gros avantage pour une start-up et pour une jeune entreprise, c'est évidemment pour l'instant le coût. C'est un coût minime d'être présent sur ces réseaux. Par contre, ça demande du temps et de l'organisation. Mais on peut faire de la communication, donc acquérir de la notoriété. Eh bien, ça peut se faire sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et vu le nombre de gens croissant sur ces réseaux et le nombre de professionnels croissant sur ces réseaux, c'est très important pour une start-up. On peut évidemment recruter aussi sur ces réseaux sociaux, donc c'est très intéressant pour les jeunes entreprises. On peut évidemment faire de la gestion client aussi, créer une communauté de clients sur ces réseaux. On peut aussi réagir et se faire connaître en étant dans des groupes de discussion. Donc ça devient un outil marketing qui, pour moi, si j'avais une entreprise à lancer aujourd'hui, est indispensable. Je ne dirais pas est-ce qu'il faut y aller, je dis c'est indispensable. D'accord. Alors, une question de Colin Fay. Pensez-vous qu'une PME, donc une entreprise de moins de 250 salariés, soit plus vulnérable aux dangers de l'irréputation? Plus vulnérable, on ne sait pas bien que qui, mais est-ce qu'elle est plus vulnérable peut-être qu'une grande entreprise? Alors moi, je dirais la vulnérabilité, elle ne vient que d'un élément, et je crois que Nicolas ne me contredira pas, c'est le fait de ne pas suivre ce qui se passe sur les réseaux. C'est-à-dire quand on parle de vulnérabilité, de irréputation, c'est lorsqu'on est touché par ce que l'on appelle un buzz négatif, c'est-à-dire
plein de messages, de posts sur les réseaux, de messages sur les blogs ou sur des sites qui sont négatifs vis-à-vis de la PME en question. C'est ce que l'on appelle la réputation négative. Donc évidemment, si on ne la mesure pas, si on ne capte pas ces messages qui sont négatifs pour réagir, on est vulnérable. Si une PME met en place un système d'écoute, régulier de ce qui se dit sur le web sur cette entreprise-là, eh bien elle a la capacité de réagir et peut-être de réagir en temps réel. Oui. Allons-y, expliquez-nous. Juste en fait, pour la PME, moi, je pense que, c'est intuitif, hein, mais les gros groupes qui génèrent plus on va dire, de passion sont plus sujets aux attaques. Il y a des gens qui les aiment, qui les protègent, puis il y en a qui les aiment pas, qui les attaquent. Elles ont plus de moyens aussi pour orchestrer des attaques vis-à-vis de concurrents beaucoup plus gros. Donc voilà, donc déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses négatives qui se passent autour des grosses entreprises que sur les petites. Maintenant, une petite entreprise, elle a peu de moyens pour réagir si ça se passe. Donc c'est pour ça que je pense, c'est quand même intéressant d'aller voir. Alors ça dépend, tout dépend de la taille, mais c'est pas forcément la taille de l'entreprise qui est importante, mais c'est on va dire sa taille sur Internet. Voilà, la présence qu'elle a. Est-ce que c'est pas aussi négatif qu'on ne parle pas du tout de vous je reviens à ce que vous disiez pour les individus tout à l'heure, mais pour une entreprise, si elle a un encéphalogramme réseaux sociaux complètement plat, est-ce que c'est pas encore pire que d'avoir une réputation passagèrement mauvaise? Je dirais pas négatif, c'est pas un bad buzz ou c'est pas. Mais comme pour l'individu, c'est bizarre de pas trouver une entreprise sur Internet. Et puis plus que ça, c'est dommage de se priver d'une communauté ou alors de personnes qui vont parler de son entreprise, puisque souvent, je pense sur Internet, les entreprises, le contenu qui est échangé sur elles, c'est pas elle qui produit tout. Il y a aussi des consommateurs, il y a beaucoup de personnes, des influenceurs, etc., qui vont parler de l'entreprise. Et du coup, c'est important d'être présente pour justement pour que ça génère du contenu. Alors ça a plein d'impacts, hein. On est plus visible, si l'entreprise réagit bien sur Internet, le contenu va être positif, donc vraiment c'est l'effet boule de neige dans le bon sens. Voilà. On est sur ce que l'on appelle un nouveau paradigme, c'est-à-dire on est dans des marchés de la conversation. Voilà. Et ce qui devient important, c'est qu'on soit un élément de la conversation, qu'on parle du produit, qu'on parle de l'entreprise, qu'on parle de la marque. Et comme on est un élément de la conversation, cette conversation elle est faite par des internautes, eh bien on peut avoir des posts positifs et on peut avoir des posts négatifs. Voilà, ça c'est le problème mais qui se gère sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il faut vraiment se souvenir du fait que ce qu'on veut générer, c'est de la conversation autour de l'entreprise. D'accord, une question de No Name. L'e-réputation d'une entreprise doit-elle être gérée en interne ou par une entreprise spécialisée? Alors là, on voit plusieurs cas. Vous avez des cas où c'est sous-traité. Il y a deux choses. Il y a des outils qui permettent de gérer les réputations, comme VisiBrain, et puis il y a des personnes qui agissent sur les réputations, en particulier le community manager. Les outils, peu d'entreprises possèdent elles-mêmes ou ont développé leurs propres outils. Il y a un peu de cuisine qui est faite en allant sur Twitter, en faisant des alertes Google. On peut à peu près voir ce qui se dit, mais ça ne va pas bien loin. Donc, dès qu'on veut des outils sophistiqués, on va acheter les prestations à des partenaires extérieurs. En revanche, la gestion de la réputation, c'est-à-dire des gens qui vont, pour l'entreprise, parler sur ces réseaux, parler sur le web, ça peut s'externaliser. Il y a des sociétés qui font ça, qui proposent des community managers, pas mal d'agences. De mon point de vue, il faut que ce soit internalisé. Pourquoi ? Parce que c'est public, on touche des milliers, voire des millions de gens parfois, et donc on doit avoir quelqu'un qui soit, je dirais, un pro, voire un expérimenté vraiment de la communication client. À la Poste, par exemple, vous avez un community manager qui passe 24 heures, parfois la nuit, c'est pour ça que je dis 24 heures de son temps sur les réseaux sociaux. Il ne fait que ça toute la journée, mais c'est un senior. Voilà, c'est pas juste un jeune parce qu'il est diplômé et qui sait utiliser Facebook. Aujourd'hui, il y a une évolution. Qui connaît très bien l'entreprise. Voilà, il connaît très bien l'entreprise et il connaît très bien aussi les réseaux sociaux. Mais la connaissance de l'entreprise et savoir communiquer avec des clients, ça ne s'improvise pas.
Alors parlons d'outils, Nicolas. Ces outils, alors expliquez-nous quelques mots comment ça fonctionne. Déjà pour être clair, VisiBrain, c'est pas un outil de e-réputation. Enfin, on n'est pas un outil de community manager, pas du tout. On est plutôt un outil qui va vraiment détecter les prémices d'une crise, mesurer l'impact d'une information plutôt. Dans le cas, par exemple, de l'e-réputation, on travaille avec des agences de RP, donc relations presse, relations publiques. Et donc là, typiquement, voilà, c'est le cas externalisé. Donc des agences spécialisées dans très réactives, qui travaillent pour le coup 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont là tout le temps. On leur permet de détecter en temps réel dès qu'il y a de l'information sensible qui circule autour de l'entreprise. Et donc comment ça marche concrètement, votre outil détecte quoi? Alors en fait, c'est un logiciel accessible en ligne. Nous, on a fait le pari de prendre Twitter comme source de données, puisque sur Twitter, en fait, on a pas que des tweets, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est que toute l'information qui circule, ça peut venir de blogs, de médias, de personnes, consommateurs, influenceurs, etc., politiques, tout le monde est présent et c'est vraiment un lieu de convergence de l'information. Du coup, être sur ce réseau, en tout cas être branché sur ce réseau, ça permet vraiment d'avoir un accès à toute l'information qui circule et de pouvoir mesurer l'impact de l'information. D'autant plus que Twitter, on remarque, les élections d'Obama il n'y a pas très longtemps. Les élections hier. Voilà. Enfin, si on peut appeler ça. Sur Twitter, il y a eu. Si on peut appeler ça des élections. Et du coup, c'est sur Twitter souvent qu'on trouve l'information avant que ce soit relayé par les ça, médias. D'accord, ça je comprends bien. Mais vous, votre outil, du coup, comment concrètement ça détecte ce que vous appelez les prémices d'un buzz négatif, etc. Donc nous, en fait, on récupère toutes les données et en fait, notre métier, c'est de développer les algorithmes qui sont derrière et qui vont ensuite analyser ces informations et détecter les informations qui ont le plus de chances d'avoir un impact significatif après. Voilà. Et c'est ce qu'on remonte à l'entreprise. Une agence de RP va savoir en temps réel tout ce qui se passe autour de ses clients et va pouvoir mesurer le risque grâce à ça et prendre des actions concrètes derrière, c'est-à-dire... Mais excusez-moi de vous cuisiner. Non, mais aucun souci. C'est intéressant, je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Concrètement, dans vos rapports, il y a juste... Alors, c'est pas des rapports, on fournit pas de rapports. C'est un logiciel accessible en ligne. D'accord, par vos clients. Alors, je sais pas pour faire... Pardon ? Par vos clients, c'est accessible. Ils ont accès au logiciel en ligne et là, ils ont accès à toutes les informations analysées et ils peuvent vraiment creuser et aller jouer avec. Et voilà. Mais c'est une question d'occurrence de certains termes, c'est ça qui est mesuré? Beaucoup de choses. C'est-à-dire, la fréquence, c'est-à-dire est-ce que c'est une nouvelle information aussi est-ce qu'elle n'était pas présente avant ça dépend qui l'a émise. Quelqu'un qui... on va dire influent ou pas dans un certain domaine. Enfin bon, il y a donc il y a une espèce de rating, pour parler français, des gens qui s'expriment. Ou alors on n'aime pas trop les score cloud, par exemple. Les quoi ? Le score cloud, voilà. C'est bien fait pour moi. C'est un score de mesure d'influence sur Internet. Oui. Parce que c'est assez obscur. On essaie de rester vraiment très très clair. D'accord. Donc on met des indicateurs simples, mais qui sont pertinents, très pertinents. Et du coup, voilà, au travers du tableau de bord, ils vont pouvoir vraiment visualiser instantanément et être alertés aussi par mail, par SMS, dès qu'il y a des choses qui se passent. Des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est ça, dès qu'il y a une activité anormale, dès qu'il y a des sujets sensibles qui sont abordés autour de l'entreprise, etc. Donc vraiment, c'est vraiment le temps réel, vraiment la détection en temps réel. D'accord. Et du coup, juste pour rebondir sur la question de départ qui était est-ce qu'on externalise ou pas ça, donc on travaille avec des agences qui sont spécialisées là-dedans. Moi, je pense que c'est leur métier, donc elles ont des gens qui font que ça en interne, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est pas des gens qui sont dans l'entreprise, donc il y a quand même à la fois, je pense, même si elles sont très réactives, il y a quand même un délai parce qu'il faut qu'elles communiquent avec l'entreprise pour laquelle elles travaillent quand elles font des actions. Et puis enfin, c'est vrai que c'est quand même mieux quand c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise, qui vit avec l'entreprise, qui est dans la culture d'entreprise, etc. C'est quand même parce que les réponses vont être peut-être plus appropriées, parce que c'est quelqu'un qui vit l'entreprise au quotidien. Du coup, nous, on remarque qu'il y a de plus en plus comme ça de cellules de veille en fait, qui sont internalisées. Et on travaille aussi du coup avec ces cellules directement, comme PSA par exemple, PSA Peugeot Citroën, qui ont fait le choix d'internaliser, et du coup qui gèrent tout en interne. Et donc ils sont plus réactifs, mais c'est un investissement plus important parce qu'ils ont des équipes en interne, c'est quand même... Puis ils ont ces derniers mois, ça n'a pas dû... Ils ont eu beaucoup d'actualités, pas forcément favorables. Oui, ils ont du travail.
faire un point sur le cloud. Le cloud, c'est quelque chose qui est très regardé par les internautes et c'est aux États-Unis même parfois source de recrutement. Il y a plein d'histoires montrant qu'aux États-Unis, il y a des gens à qui on a dit on vous embauche, hein, y compris à des postes élevés, et puis on a rappelé la personne en disant finalement on ne vous prend pas parce que votre cloud est trop bas. Alors le cloud, c'est quoi? En 2 mots, c'est un niveau d'influence sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux que ça intéresse, vous trouverez toute l'information sur Internet. Je voulais juste dire que, attention, quand vous allez voir votre niveau cloud, le cloud est quelque chose qui ne signifie pas qu'on est influent. Parce que l'influence, c'est vraiment lorsqu'on modifie le comportement des gens. On a beau avoir 20 000 followers sur Twitter, ça ne veut pas dire qu'on est influent. Donc il y a des mesures de l'influence sur lesquelles nous on travaille et sur lesquelles beaucoup de gens travaillent, mais qui sont beaucoup plus performantes que le cloud. Donc le cloud est un élément, et c'est déjà très bien, mais je dirais attention, ne vous arrêtez pas à ce type de mesures. Le cloud, on peut, si on est un peu bon informaticien, on peut le booster, donc ça ne veut rien dire. D'accord, bon, le message est passé. Une question de Lola29. Bonjour, je suis une future diplômée et je souhaiterais savoir quels sont les enjeux de l'e-réputation pour une étudiante à la recherche d'un premier emploi. Alors c'est un petit peu lié, c'est plus précis que la première question. Là, c'est premier emploi, étudiant, sortie d'école, ça tombe bien puisqu'on parle au nom d'une école. Donc comment on fait et comment on peut se servir ou au contraire pâtir de son e-réputation? Alors le premier truc à faire, c'est vous mettez sur Google et vous tapez votre nom et vous regardez ce qui sort. Ce qui va sortir, si vous n'avez pas encore une fois, je le redis, fermé votre profil Facebook, c'est les photos de soirée que vous avez mis sur Facebook. Ça va sortir en premier. Donc vous allez vite vous rendre compte avant d'envoyer un CV qu'il faut fermer son profil, je le redis. Deuxièmement, regardez ce qui sort. Si rien ne sort, eh bien il faut créer du contenu sur vous. Ça veut dire que vous pouvez créer un blog. Alors l'étudiant avec qui j'ai coécrit ce livre, Bien gérer sa e-réputation, s'appelle Anthony Babkin, B-A-B-K-I-N-E. Je crois que c'est l'un des exemples des étudiants les plus dynamiques sur la e-réputation. Il a créé son blog, donc allez voir. Vous pouvez aussi créer un blog qui permet de mettre de contenu, qui permet de vous faire connaître et qui permet, de par le fait que vous avez un blog, d'être mieux référencé sur Google. Donc vous pouvez créer du blog. Là, il faut avoir un peu de contenu et aussi oser le faire. Mais il faut être présent, encore une fois, majoritairement et d'abord sur LinkedIn et Viadeo. Et puis, éventuellement, ouvrir un profil Facebook, mais professionnel, pas personnel. Et deuxièmement, ne devenez pas dans vos stages amis avec votre patron et votre maître de stage, même s'il a 2 ans de plus que vous, parce qu'on dit tellement de choses aujourd'hui sur Facebook qu'un soir, vous pouvez sortir d'une réunion Furax pendant votre stage et puis vous mettez un message sur Facebook pour vous défouler et vous avez oublié que dans vos 300 amis, il y a votre maître de stage. Voilà. Donc, évitez le mélange, encore une fois, vie privée, vie professionnelle et gérez votre e-réputation de manière professionnelle. Donc, vous construisez votre contenu, vous laissez des traces numériques professionnelles et vous regardez ce que ça donne sur Google, qui va être l'image que vous donnez sur Internet lorsqu'un DRH va vous rencontrer. Tout DRH aujourd'hui qui rencontre un étudiant diplômé d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, il le googlise avant de le voir. J'irais même encore plus loin, je ne crée pas de compte Facebook professionnel. Parce que vous êtes un inconditionnel de Twitter. Non, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est pas un réseau qui est fait pour les contacts professionnels. On parle de LinkedIn, c'est très bien, c'est fait pour ça. Cela dit, parce que sur Twitter, il y a quand même eu vachement plus de scandales et d'erreurs de manipulation sur Twitter que sur Facebook. Ah oui, mais Twitter, nous on le voit vraiment comme un réseau professionnel. Oui, non, mais d'accord, mais il y a des gens, y compris très professionnels, très bien élevés, etc., qui ont fait des énormes bêtises. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est pas, on le sait parce que c'est public, voilà, c'est ça. C'est réseau public du coup. Ça me paraît beaucoup plus dangereux. Mais ils le savent après. Hein. Ils l'ont fait une fois, ils recommenceront pas. Du coup, ils disent plus rien. Une question de Joris. Comment supprimer les photos posts pas très glorieux pour moi? Alors ça, moi je préside aussi un think tank qui s'appelle Renaissance numérique et on travaille sur toutes ces problématiques du numérique en France et l'impact sur la société. Et on a organisé un petit déjeuner là-dessus. Et je peux vous dire que nous, nos membres dans Renaissance numérique, c'est que des CEO de boîtes du web. Donc ils connaissent très très bien le numérique. Et dans ce petit déjeuner, on a fait intervenir des juristes, on a fait venir des gens étrangers.
Et qui, après ce petit déjeuner, même ces gens-là sont ressortis en se disant eh bien, voilà, c'est quand même impossible de vraiment supprimer ces photos, etc., etc. Donc, vous avez des sociétés, tout un business qui s'est construit autour de ça, des aspirateurs d'informations, des assurances contre la réputation, etc. De mon point de vue tout à fait personnel, je n'y crois pas une seconde. Pourquoi ? Parce que du moment que vous avez mis l'information sur le web, elle s'est diffusée, elle s'est propagée. Donc, même si vous enlevez la photo de votre profil, il faut savoir que Facebook la garde, déjà. Donc, elle n'est pas supprimée de Facebook, elle est quelque part. Excusez-moi de vous couper, parce Oui. que justement, ça intéresse vraiment beaucoup nos visiteurs, puisqu'il y a deux questions qui vont dans votre sens. La première, c'est « Bonjour, si je me googlise et que je vois des informations qui peuvent m'être nuisibles, comment les supprimer ? Connaissez-vous des outils ?» Donc, on parle des outils. Et Sacha, bonjour, vous parlez d'aspirateur, lui parle il dit, j'ai entendu parler de nettoyeur du web. Ça fait un peu... C'est nettoyeur du web, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, comment ça fonctionne. Si vous avez mis vous-même cette photo, ou si elle est sur votre profil Facebook, vous pouvez la supprimer. Le problème, c'est le contenu mis par d'autres personnes. Donc là, vous pouvez ponctuellement utiliser ces nettoyeurs qui va effectivement enlever une information, mais ponctuellement, cette information, elle s'est déjà diffusée. Et donc, comme elle s'est déjà diffusée, il se peut que vous la retrouviez. Donc, malheureusement, là, je suis assez pessimiste, c'est-à-dire que pour moi, la solution de tout ça, c'est la responsabilité des jeunes en particulier, et moi, vraiment, j'insiste auprès de mes étudiants dès la première année, de l'information qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Et on a possibilité de mettre toutes les photos qu'on veut, et ça n'enlève pas le fait qu'on a envie de partager des soirées arrosées parfois, mais fermons le profil, ne rendons pas ça public. Voilà. Si c'est pas public, personne ne pourra aller rechercher de l'information. Si c'est public, vous vous exposez à ça. Et j'ai une étudiante, pour terminer, ça fait 5 ou 6 ans que je donne des cours sur les réseaux sociaux, il y a 5 ans, donc il y a bien longtemps, une étudiante furax au premier cours que je faisais sur les réseaux sociaux, parce que la journaliste de FR3, la veille au soir, avait pris un profil d'étudiante pour raconter ce que faisaient les étudiants sur Facebook, et donc sa vie, et notamment les photos les plus, entre guillemets, hard, avaient été affichées sur France 3 Région. Et elle me dit, mais je suis furax, je vais accuser et faire un procès à la journaliste, etc. Non, on est sur du public. Donc il faut que les jeunes réalisent qu'ils laissent des traces numériques sur des plateformes publiques. Donc pour moi, c'est la même chose entre prévention et après, je dirais, flicage ou tout ce qu'on peut faire derrière. Il vaut mieux faire de la prévention que d'essayer d'enlever. Essayer d'enlever, pour moi, c'est quasi impossible. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez une opinion, vous, sur ce business du nettoyage ? Est-ce que ça vous paraît bidon moi, je dirais mieux vaut prévenir que guérir, c'est ça. Oui, mais non, mais ça, vous êtes gentils, excusez-moi, tous les deux, vous êtes très gentils, mais si moi, j'ai mis des centaines de photos de soirées... Justement, j'y viens. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, justement, les nettoyeurs, en fait, ce qu'ils font généralement, c'est je pense qu'il y a 2 actions principales. La première, c'est qu'ils génèrent du contenu, justement, pour faire sortir des moteurs de recherche. En tout cas, l'information sera toujours là, mais quand elle est en 2e ou 3e page, généralement, à moins de vraiment creuser, on la trouve pas. Donc, voilà, donc ils vont créer des blogs, des choses, enfin des articles, n'importe quoi en fait qui va faire descendre le contenu. C'est pour ça que c'est important aussi de soi-même être présent pour occuper cette place. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est action juridique, mais là, c'est très difficile parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais il me semble qu'au bout de 3 mois, on ne peut plus intervenir sur une information qui a été postée diffamatoire, par exemple, ou quelque chose. On n'est pas d'accord. Au bout de 3 mois après, si on demande à la personne qui a mis cette information de la retirer, elle peut refuser, on ne peut rien faire, juridiquement. Du coup, c'est très compliqué, en fait. Il faut... Voilà, mais c'est comme ça que font les nettoyeurs. D'accord. Non, il faut faire gaffe. Une question de Cocodilo. Tenter de faire le buzz sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, entre parenthèses, dans le cadre d'une jeune start-up par exemple, est-ce risqué ? Je ne vois pas pourquoi ça serait risqué pour une start-up, puisque par définition, une start-up, elle part de zéro de notoriété. Donc c'est de la construction de notoriété. Alors après, pour moi, c'est pas risqué, c'est au contraire une formidable opportunité. Par contre, on est après sur des mécanismes de communication classiques, c'est-à-dire si évidemment on n'a pas un bon produit, si évidemment on n'a pas une boîte qui tient la route et qu'on communique trop tôt par rapport à quelque chose qui est déjà sur le marché et qui tient un peu, qui est convaincant. Effectivement, là c'est risqué, mais
c'est pas le fait d'être sur les réseaux sociaux plus que sur une autre plateforme. C'est juste là un problème de communication qui est trop tôt. Hein. Mais sinon, au contraire. Alors, par contre, ça se gère, là aussi, c'est l'objet des bouquins que j'ai écrits. Ça se gère, c'est pas juste faire une page Facebook, c'est pas juste faire une page Twitter. Il faut y passer le du temps. Le plus important objectif pour une start-up, c'est de construire et d'attendre que les gens viennent pour liker la page ou pour follower sur Twitter. Il faut construire ses followers et il faut construire ses fans. Et ça, c'est le cœur du business. Voilà. D'accord. Question de Phil 75. En quoi consiste le métier de community manager? Non, Ouais, je vais te laisser répondre. Alors, le community Christine, manager, je connais bien ça. c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, c'est un nouveau poste qui existe depuis plusieurs années. Et le principe du job, c'est de gérer vraiment toute la journée la relation que l'entreprise a avec des communautés sur le web. Donc, ça peut être des communautés virtuelles, ça peut être des blogs, ça peut être animer des forums. Et puis, ça peut être évidemment animer des communautés sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, les pages Facebook de l'entreprise, les pages Twitter de l'entreprise. Donc, il manage des communautés, comme son nom l'indique. Donc, par expérience depuis quelques années, ça, c'était très bien parce que c'est encore des postes recherchés, même en période de crise. Et finalement, beaucoup d'entreprises, et c'est encore le cas aujourd'hui, prennent plutôt des jeunes diplômés parce que ils ont un diplôme, mais ils ne regardent pas trop le diplôme, du moment que c'est un bon diplôme. Et puis, parce qu'ils ont moins de 25 ans, ils savent utiliser les réseaux sociaux. Un, ça n'est pas vrai de tous les étudiants. Et deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait du community management, on parle sur des places publiques. On parle de la marque, on parle de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, les entreprises qui ont beaucoup recruté de jeunes diplômés là-dessus ont un peu changé d'épaule, enfin de stratégie. Aujourd'hui, ils recrutent quand même des gens plus seniors. Et donc, un jeune qui veut être community manager, il faut foncer. Il y a des postes. Moi, j'ai plein d'entreprises qui me demandent tous les jours, est-ce que tu connais des community managers étudiants qui peuvent devenir community managers? Il faut être extrêmement bon en communication. Il faut savoir parler, bien écrire. Et il faut savoir, je dirais, il ne faut pas juste savoir utiliser Facebook. Voilà. D'accord. Question de Louise. Quel est, selon vous, le meilleur exemple de l'année de bonne pratique des réseaux sociaux? Tout le monde parle de la page Facebook Oasis. Qu'en pensez-vous? Déjà, Oasis, c'est l'an dernier. C'est un jeu. Alors, évidemment, pourquoi on dit que Oasis a marché? On dit que Oasis a marché parce qu'il y a eu des milliers de fans qui sont venus sur la page Oasis. Donc ça, c'est un mécanisme maintenant classique sur les réseaux sociaux. C'est je crée un jeu, une application de jeu. Et d'ailleurs, il y a une boîte qui s'appelle KRDS qui a été fondée par un ancien de l'école, Télécom École de Management, qui a fondé KRDS et qui fait ce type d'application. C'est-à-dire, ce sont des jeux qui permettent de générer du fan. Ok, ça on sait faire. La plupart des entreprises utilisent ça. Pour moi, les meilleures stratégies sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir pu créer une stratégie sur les réseaux extrêmement bien pensée. Et ce n'est pas parce que c'est notre partenaire, mais je trouve que la stratégie de page jaune sur les réseaux sociaux est absolument incroyable et bien pensée et rentable. Page jaune, c'est un annuaire d'entreprise. Eh bien, ils ont développé des pages qui s'appellent Zoom On, que j'invite nos auditeurs à aller voir. Zoom On, ce sont des pages où les gens vont converser. Et Page Jaune s'est dit, mais de quoi les gens parlent? De quoi les gens ont envie de parler? Encore une fois, on est sur les marchés de la conversation. Et donc, ils ont envie de parler de quoi? Ils ont envie de parler de l'endroit où ils vivent. Ils ont envie de parler de leur passion. Donc, qu'a fait Page Jaune? Ils ont créé des pages Zoom On sur chaque ville de France. 52 pages. Zoom On Paris, Zoom On Lille, Zoom On Marseille. Allez voir ces pages, il y a plein de trafic. Vous êtes dans la rue, vous trouvez que c'est beau, hop, vous prenez une photo, vous le mettez sur Zoom On. Vous êtes allé dans un bon resto, hop, vous le mettez sur Zoom On. Donc, ça génère plein de conversations. Ils ont lancé Zoom On chien et chat. Pourtant, on est loin de Page Jaune, hein. Zoom On chien et chat. Allez voir le nombre de gens qui parlent de leurs chiens et de leurs chats, surtout des chats. Les chats, c'est un carton. Allez voir Zoom On maman. Alors, c'est pas la même chose, hein, mais allez voir évidemment le nombre de femmes qui ont envie de parler de leur enfant en bas âge. Allez voir Zoom On chocolat et addiction. Bon, bref. Voilà, ils ont d'abord essayé de dire de quoi les gens ont envie de parler. Ils ont créé ces pages et leur modèle économique derrière, parce que quand même c'est ça qui est important, leur modèle économique c'est de
par exemple sur Marseille ou sur Paris, ils vont faire voter les fans de la page sur les petits commerces, les restaurants, etc. Donc ils vont se retrouver rankés, ce qui donne une visibilité considérable à un petit restaurant, un petit commerce, etc. Vous avez 12 000 fans sur un petit magasin dans une rue de Marseille, par exemple, ce qui est considérable. Et derrière, ils vendent de l'espace publicitaire à ces petites structures. D'accord. Et ils aident aussi à construire des pages Facebook. Donc c'est simplement pour moi une stratégie qui n'est pas un jeu pour créer des fans, parce que créer des fans, on sait faire, et le nombre de fans n'est pas significatif d'une stratégie efficace. Il faut des fans engagés, des fans qui fassent des choses. Zoomon, c'est un produit qui est super bien pensé dès le départ. En fait, peut-être quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire pas le jeu orchestré comme Oasis, mais le jeu en réaction à un bad buzz. Et je pensais à La Redoute, par exemple. Il y avait eu c'était en tout début d'année, une photo avec la fameuse photo avec quelqu'un qui était apparemment nu derrière. Enfin, derrière des. Apparemment, il était vraiment nu. Hein, enfin, d'ailleurs, moi, j'ai apparemment, pas vu, oui. J'ai vu sur Internet. Non. Et en fait, donc quelque chose de pas prévisible. Enfin, donc tout de suite le buzz, tout le monde s'en empare. Des parodies dans tous les sens. C'était des t-shirts pour les enfants. Quand même. Ah oui, non, il y avait 3-4 enfants sur le devant de la photo avec un homme nu derrière. C'est assez cocasse. Du coup, le web, enfin en tout cas tous les gens prennent en main le buzz, puis c'est bon, il y en a beaucoup qui rigolent finalement. Bon, oui, c'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague pour La Redoute. Il y a des gens qui se sont fait plaisir. Les 3 Suisses qui leur tapent dessus derrière, enfin bon. Et en fait, je pense qu'ils ont bien réagi, notamment au travers d'un jeu. C'était la directrice de l'e-commerce à l'époque qui avait tout de suite, qui était intervenue en s'excusant. Voilà, bon, on a merdé quoi. Et qui avait mis en place une sorte de jeu justement pour trouver des erreurs dans les catalogues, et c'était rémunéré. Ah oui. Ouais. Donc voilà, ouais, et du coup, donc ça c'était vraiment un jeu, on va dire, en réaction, mais ça a été très positif. Hein. Après, ils ont eu, alors sur les ventes, je sais pas, mais en tout cas, ouais, mais là en l'occurrence, c'était pas leur problématique. Il fallait qu'ils chassent ça. L'image, ça donnait un bon. Ils ont bien rebondi en fait. Ils ont vraiment bien rebondi dessus. C'est malin. Une question de Gigi. Bonjour, moi j'ai un souci, entre guillemets, quand je tape mon nom, on revient à un thème de tout à l'heure, quand je tape mon nom sur Google, on ne me trouve pas. Ah non, c'est encore autre chose, car j'ai un homonyme plus connu que moi. Est-ce qu'il y a une solution? J'aimerais être plus visible pour les recruteurs. Merci de l'initiative de cette conférence, c'est très intéressant. Merci à vous de nous regarder. Alors ça, il se trouve que ça m'est arrivé aussi. Alors pas sur le web, mais des gens qui recevaient des mails, des gens haut placés en plus, qui recevaient des mails de ma part. Ah oui. Pour vendre des produits, je ne vends rien. Voilà, donc au bout ils ont joué le jeu, enfin ils croyaient que c'était moi, et donc j'étais très ennuyée. Parce que bon, ça m'a aussi, ça pouvait me griller auprès de ces gens-là. Puis au bout d'un certain temps, ils m'ont dit mais finalement, tu fais quoi dans la vie? Et donc j'ai appelé cette personne qui s'appelle aussi Christine Balaguet. Donc c'est assez drôle parce que quand on prend son téléphone et qu'on appelle Christine Balaguet, ça fait un drôle d'effet. Et je me suis mis d'accord avec cette personne, voilà, en disant il y a une zone gardée, ça c'est mes contacts, il n'y a aucun, voilà. Et on s'est mis d'accord là-dessus. Alors après, évidemment, quand on a quelqu'un de plus connu qui apparaît sur Google, je reviens, donc ça peut arriver, et c'est très fréquent, hein, l'homonymie, je veux dire, on a tous un homonyme quelque part. Je reviens à, encore une fois, ce qu'on disait au début, il faut gérer sa réputation. Ça veut dire qu'il faut mettre du contenu. Il faut encore plus en mettre. Et il faut rentrer aussi dans le contenu de ce qu'on met, c'est-à-dire pour arriver à être mieux placé sur Google. Et là, j'avoue que si on veut être mieux placé sur Google, il faut être présent sur les réseaux sociaux, mais il faut avoir un blog, il faut avoir du contenu qui fait qu'on apparaît. Un blog permet, si on travaille bien les mots-clés, etc., hein, je conseille à ceux qui s'intéressent vraiment à ça d'aller regarder des choses sur le référencement sur Google et le référencement naturel. C'est-à-dire qu'il faut que dans le blog, il y ait un certain nombre de mots qui fassent que le blog arrive aussi haut que celui qui est connu. Hein. Et ça peut se faire, mais ça se travaille. Vous avez un conseil là-dessus? C'est quand c'est quelqu'un qui est connu, on va dire, publiquement ou des choses comme ça, c'est pas évident. De toute façon, c'est pas évident, réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous appelez Nicolas Sarkozy. Non, voilà. Après, ce qui peut être pas mal, c'est de mettre, par exemple, d'avoir un compte LinkedIn avec sa photo
et de le mettre, de le répéter un peu partout. Donc si on a un blog, de le mettre dessus. Enfin comme ça, la personne voit la différence. Voilà, même ça. si Quand c'est juste le nom, c'est un problème. Il faut qu'il y ait une photo associée pour qu'elle puisse. D'accord. Comme ça, on peut. Faire la ça sert à rien de se battre contre quelqu'un de connu, mais ça. en revanche, on vous identifie bien par rapport à lui. Être sûr que la personne, le nom qu'on voit, c'est bien. Bon, ça peut être le nom, mais ça peut être une expertise. Hein, c'est-à-dire que la personne connue, on n'est pas dans le même domaine souvent. Donc, moi, j'ai un homonyme, il est dentiste. Ah ben voilà. Donc vous allez apparaître. Il faut du coup se mettre en avant sur sa spécialité. Un étudiant qui sort, il a une spécialité en 3e année. Donc il faut mettre en avant un truc qui le différencie d'un chanteur, de je sais pas qui, d'un dentiste. Alors, une question. Je vous en prie. Et regardez sur tous les réseaux, enfin on ne parle pas que de LinkedIn ou de Facebook ou d'autres, regardez un peu sur tous les réseaux et prendre, comme dans le cas par exemple d'une entreprise, d'essayer de réserver finalement les noms. Sur tous les réseaux possibles et imaginables pour être sûr au moins pas forcément d'occuper le terrain en mettant du contenu sur des réseaux peu connus, mais au moins pour être sûr que si un jour on veut mettre quelque chose, c'est bien nous, quoi, c'est pas l'homonyme. D'accord. Voilà. Une question de Phil75. C'est vrai que Facebook, je comprends pas bien la question, mais vous allez la comprendre, va devenir un job board. Ils essayent. C'est-à-dire on trouve des offres d'emploi déjà sur Facebook. Il y a des pages. Moi, j'ai travaillé par exemple pour des experts comptables. Le problème des experts comptables, c'est qu'ils m'avaient appelé parce qu'ils disent nous, on est complètement ringards. On est vu comme un métier hyper ringard. Personne ne veut devenir expert comptable. Et donc, j'avais réfléchi avec eux sur aller sur Facebook. Et aujourd'hui, vous trouvez, alors sur les experts comptables, mais sur plein de pages de marques, des offres d'emploi. Donc, ce que veut faire Facebook, c'est effectivement devenir de plus en plus, de mon point de vue. Alors, soit il développe quelque chose de spécifique, évidemment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais de mon point de vue, à part ces offres que vous pouvez trouver sur un certain nombre de sites, on voit pas mal d'offres aujourd'hui et beaucoup plus d'offres sur Twitter. Donc je conseille plutôt nos auditeurs dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent d'être sur Twitter pour capter des offres d'emploi. Et évidemment, je reviens là-dessus, mais avant même Facebook, c'est pas Facebook qui est la première source d'emploi aujourd'hui, c'est LinkedIn et Viadeo. Donc les étudiants ou les jeunes diplômés, ils ont peur d'aller là-dessus parce qu'ils se disent on n'a pas d'expérience. Non, il faut y être. Et le moyen d'y être et d'être efficace, je le redis, c'est d'aller sur des groupes de discussion et de ne pas hésiter à aller discuter sur des groupes de discussion. Moi, j'ai plusieurs amis qui ont trouvé un job, qui ont été contactés parce qu'ils avaient mis un truc dans un groupe de discussion LinkedIn. Et donc, vous disiez, Nicolas, que Facebook, d'après ce que j'ai compris, c'était dans leur... Je pense que dans leur carton, ils réfléchissent à des choses comme ça pour concurrencer justement LinkedIn. Moi, ce qui me gêne beaucoup même dans l'idée, c'est que soit ils concurrencent, soit ils font un réseau parallèle et ils concurrencent LinkedIn et on met son propre contenu, soit ils utilisent le contenu qu'il y a sur Facebook et c'est justement un contenu qu'on ne veut pas montrer à... Enfin, c'est pas qu'il est pas bien, mais c'est que c'est privé tout simplement. Oui, voilà. On veut pas qu'on voit ses frères, ses sœurs, sa famille, ses soirées. Voilà, Donc, mais je pense qu'ils y réfléchissent. Je pense qu'ils font des choses en ce moment. On devrait voir des choses apparaître. Et sur Twitter, c'est vrai que on parlait des community managers. Déjà pour tester la réactivité des gens, c'est bien. On met une offre d'emploi, tout de suite on voit ceux qui sont réactifs. Dans l'informatique, on en voit beaucoup. Et ça marche, ça va très très vite. Ça va très très vite. Alors, c'est un peu le point commun de tout ça, c'est que ça va très très vite. Conseil faut être actif. Un petit conseil, et nous c'est un peu notre credo à l'école, c'est n'hésitez pas aussi sur LinkedIn ou sur Viadeo. Il y a dans toutes les écoles et maintenant dans toutes les universités des clubs d'anciens de l'école. Faites votre profil LinkedIn et Viadeo pour que les écoles puissent vous retrouver et pour que vous puissiez vous mettre dans des groupes d'anciens. Les groupes d'anciens, pour trouver un job, pour évoluer dans sa vie professionnelle, je peux vous dire que c'est quand même majeur, qu'on soit à l'université ou qu'on soit dans les écoles. Alors, oui. Il faut aller chercher d'ailleurs, ce groupe-là, sur les réseaux professionnels. Et contacter les anciens. On peut les trouver assez facilement. Justement, il y a un lien, le lien d'école, c'est quelque chose de très fort. Question de Lulu75. Est-ce qu'on peut dire que l'e-réputation est devenu un vrai business? Et si oui, quel chiffre d'affaires cela génère-t-il? Alors, c'est un business qui a été évalué
à peu près à 200 millions d'euros en France. Okay. Commence donc, à devenir qui commence à être significatif. Probablement que ça sera beaucoup plus fort dans les prochaines années. Ouais, ça augmente vite. Ça met du temps parce que déjà, vous avez pas mal d'entreprises qui découvrent un peu ce monde des réseaux sociaux. Là, on en parle comme si tout le monde y était, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas non plus tous les Français qui sont sur ces réseaux. Mais lorsqu'on regarde la croissance des réseaux sociaux, on a plus d'1 milliard aujourd'hui d'individus sur les réseaux avec une progression très forte. Donc, voilà, c'est un peu l'ordre d'idée en termes de chiffres et de mon point de vue, évidemment, ça ne va faire que progresser avec des offres structurées aussi d'entreprises et beaucoup de concurrence sur ces offres structurées. Et Nicolas, vous avez créé votre entreprise depuis combien de temps ? C'était créé en juillet 2011. D'accord, donc c'est tout récent et vous surfez sur cette vague ou c'est pas si simple que ça ? Alors, nous, on est vraiment... alors, je pense que c'est de manière globale, on n'est pas spécifiquement sur les réputations, mais il y a vraiment une prise de conscience, justement, de l'importance de ces réseaux, de l'importance de l'information qui circule. Et nous, on est vraiment sur la partie exploitation de cette info pour les entreprises. Je dirais que pour nous particulièrement, c'est depuis les élections présidentielles, les dernières élections françaises, il y a vraiment eu en tout cas en parlant de Twitter, il y a vraiment Twitter existait déjà depuis un petit moment aux États-Unis. C'est à ce moment-là quand c'était pris d'assaut par les politiques, par les journalistes. Merci Valérie Trierweiler. Trierweiler aussi était d'une grande aide. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience de ce réseau et de ce qu'on peut en faire et de l'importance, on va dire de la pertinence qu'il a quand on parle d'information, de circulation de l'information. Et puis voilà, donc, suite aux élections, un article sur deux de presse se basait sur Twitter. Sans trahir de secret, vous avez des clients qui sont plutôt des grands comptes. Oui, c'est plutôt des groupes. Vos interlocuteurs chez ces grands comptes, c'est à quel niveau ? Au niveau de la direction générale, au niveau de la direction de la communication ? Alors oui, c'est plutôt la direction de la communication et un petit peu du marketing. D'accord. Voilà. Et parce que souvent, en fait, les structures les cellules de veille sont... on travaille directement avec la communication ou avec les cellules de veille qui sont souvent intégrées dans les services communication. Et est-ce que vous avez, là aussi, sans trahir de secret, est-ce que vous avez déjà traversé des crises chez vos clients ? C'est-à-dire des crises de réputation ou des crises dans le monde physique qui ont évidemment leur traduction. Je ne vais pas dire tout le temps. Mais les agences de RP avec qui on travaille, c'est leur métier. Elles sont en surveillance. Mais alors elles vous contactent quand il y a crise ou vous êtes en contact avec elles ? En fait, on travaille avec elles sur un certain nombre de clients déjà, donc qui savent qu'ils sont sensibles, on va dire. Donc du coup, ils sont en écoute permanente. Dès qu'il y a une crise, du coup, on est là. Maintenant, ça arrive qu'on soit contacté quelques heures ou quelques jours après une crise. Justement pour se mettre en place sur cette entreprise. Et ça arrive assez souvent. Parce qu'on travaille, les agences de RP avec qui on travaille beaucoup avec les grands groupes industriels et politiques. Voilà, donc c'est... D'accord. Oui. Question de Nicolas F. Pensez-vous qu'il existe des secteurs d'entreprise qui peuvent échapper à l'irréputation et à l'inverse, certains sont-ils plus touchés ? Oui, la défense. Très clairement, tout ce qui est confidentiel. Elle y échappe ? Elle y échappe. Elle y échappe, d'accord. Ceci étant, on a répondu à un appel d'offres pour le ministère de la Défense, alors qu'on n'a pas gagné, mais c'était pour aller écouter et faire des analyses sur ce que mettent les militaires qui sont en Afghanistan, etc. Et ça gêne beaucoup, visiblement, le ministère de la Défense aujourd'hui, parce que les militaires eux-mêmes qui sont à l'autre bout du monde mettent beaucoup de choses. Bon, bref, mais en tout cas, tout ce qui est défense est quand même beaucoup plus confidentiel. Tout ce qui est industriel pur, des gens comme ADS, etc. Voilà, on est loin de tout ça. Ceci étant, il y a des sujets aussi à l'extrême, très très sensibles. On le voit, la politique est extrêmement sensible à la réputation. On voit tous les politiques qui essaient d'avoir le plus de followers possible sur Twitter, ce qui ne veut absolument rien dire, mais c'est comme ça. Et voilà, on a dans le domaine du grand public, tous les produits grand public, des gens comme Danone, des gens comme Apple, etc. sont évidemment, même Starbucks, en fait, il y a des groupes qui sont très, très, très présents. Et là, on est à l'inverse, très sensible à tout ce qui se dit sur ces réseaux. Après, il y a des sujets, des sujets qui font que ça génère des conversations. Le nucléaire, Areva par exemple, est une société qui est très intéressée par ce qui s'y passe, parce qu'on a les pro-nucléaires, les anti-nucléaires. Vous avez des gens qui sont intéressés par tout ce qui se passe dans le domaine de l'environnement. Voilà, donc...
Tous les sujets sensibles. Tous les sujets de société sensibles. Très sensibles, très polémiques aussi. Exceptionnellement, je vais poser une question. Moi, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre, vous savez, il y a l'économie financière et l'économie réelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ces domaines-là, il y a la vie des entreprises concrètes, physiques, et son reflet sur les réseaux sociaux, qui est à la fois à l'identique, mais en même temps assez différente. Oui, c'est un peu ça ou pas ? Oui, c'est différent. Et c'est tellement différent que les groupes qui sont habitués à avoir des stratégies très efficaces dans la vie réelle, je parle de Nestlé par exemple, ou de grands groupes qui sont très connus dans le domaine du marketing, tout le monde veut y rentrer, eh bien ils ont du mal à changer leur benchmark, changer leur culture. Alors je prends Nestlé, mais c'est pas que Nestlé, il y a plein de groupes que je pourrais citer. C'est une nouvelle, bon, moi je fais des cours là-dessus, mais c'est un nouveau paradigme en marketing. Ça change complètement la manière dont on fait du marketing et dont on communique. On est, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les marchés de la conversation. On devient un élément. Est-ce qu'on passe pas de Big Brother, sans vouloir dire du mal de Nestlé ou ailleurs, je ne vise personne, mais est-ce qu'on passe pas d'une communication Big Brother complètement défendante à une communication de conversation dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises pour qui c'est rédhibitoire, ce sera jamais possible? Typiquement, c'est ce que je disais, c'est les entreprises qui veulent maîtriser le message et qui sont dans du push et qui savent parfaitement faire du push, mais qui savent beaucoup moins faire de l'interactivité. Je vous cite l'exemple de Nestlé qui est très connu, donc je me permets de le reciter, mais Nestlé a été attaqué sur la marque KitKat. Ça remonte un peu, mais c'est parce que KitKat contiennent de l'huile de palme. C'est parti de sites de Greenpeace. Ça s'est propagé sur le web. Et puis sur la page Nestlé, 6 millions de fans quand même sur cette page Facebook. C'est une page institutionnelle Nestlé, mais comme toute page Facebook, on peut mettre des commentaires. Et donc, on commençait à arriver des commentaires négatifs. Des mères de famille, est-ce que je dois toujours donner mes KitKat à mes enfants? Ah ben finalement, je vais arrêter, mais qu'est-ce que tu fais toi, etc., etc. Puis c'est un scandale que fait Nestlé. On voit toujours des discussions Nestlé, qui est habitué à faire du push, s'est dit, oulala, je crée une page, je fais un espace, moi, Nestlé, entreprise internationale, pour qu'on vienne m'attaquer, je supprime tous les messages. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé tous les messages négatifs. Et là, ce qu'il ne faut vraiment ne pas faire. Voilà. Et donc, et le buzz ça a été un boomerang, parce que du coup, tout le monde a dit, ah mais voilà, c'est vrai, etc. etc. Donc c'est cette idée que les entreprises sont obligées aujourd'hui d'être interactives, d'être dans un élément de la conversation, mais ça se gère aujourd'hui, la communication négative, ça se gère, et on doit être transparent. Et ça, c'est difficile pour beaucoup d'entreprises, mais les entreprises qui réussiront sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sont des entreprises qui seront transparentes de plus en plus dans leur communication. Question de chercheur 34. Est-ce que la e-réputation est un concept pertinent qui fait sens pour une institution publique telle qu'une mairie, un hôpital ou une école publique? Quelle est par exemple l'e-réputation de Télécom École de Management? Alors ça, c'est vraiment intéressant. Pour moi, je ne fais pas de différence entre le public et le privé. Par exemple, là, on travaille pour la Chambre de commerce de l'Essonne, qui nous a appelés en disant, voilà, aidez-nous à regarder ce qui se dit. Ils ont des fils Twitter, ils ont des fils Facebook. Ce qui est très intéressant, justement, c'est qu'il n'y a plus sur Internet cette scission public-privé. Une entreprise publique peut tout à fait se mettre en avant comme une entreprise privée. Et pour aller encore dans le même sens, le 6 décembre, j'interviens dans un truc entre midi et 2 pour les hôpitaux de Paris, publics. Voilà. Et les hôpitaux publics se posent la question, parce qu'il y a du buzz négatif, se posent la question de comment je peux être présent, est-ce que j'ai un intérêt à être présent, etc. etc. Donc les organismes publics, au contraire, ils sont très demandeurs. Vous avez des clients publics? On travaille avec le Premier ministre. Ah bah oui, carrément, on peut dire que c'est public, oui. Il y a du boulot là aussi, quand même. Alors, bon, je dirais pas, enfin, je peux pas trop te dire ce qu'ils font, hein, mais en tout cas, ils sont. L'information les intéresse. Je pense qu'ils ont pris conscience. C'est le service d'information du gouvernement. Le SIG, le service d'information du gouvernement. Ouais, c'est le cabinet de veille du Premier ministre. Ils ont pris conscience qu'ils avaient, qu'ils contrôlaient plus justement l'information. C'était plus justement du push. Il fallait. Donc là, ils ont mis les moyens, c'est-à-dire. Ils étudient tout, quoi. Enfin, ils essaient en tout cas de tout étudier. Du coup, nous, ils utilisent comme un peu une source globale d'infos, parce que Twitter, du coup, qui récupère un peu tout, donc ils prennent le pouls un peu quotidien de l'info,
de la presse, enfin des gens en général en France. Et puis en politique, ça manque pas, enfin en tout cas les crises, Oui, bien sûr. plusieurs. Mais le gouvernement américain, par exemple, a aussi mis en place un système de crawling massif de Twitter. Et il travaille avec des universités pour réfléchir à des tendances là, de société. Hein. Alors ça peut être le terrorisme, ça peut être des choses... Voilà, c'est des alertes sur plein de phénomènes. Et ça intéresse le public comme le privé. Alors, question de Quentin, qui est pour Nicolas. VisiBrain a-t-il besoin de stagiaires? Peut-on vous envoyer notre CV? Vous êtes combien Alors, on est 3 fondateurs aujourd'hui. Oui, en plus, ça tombe bien, puisqu'on cherche des stagiaires en ce moment. Voilà. Donc, attention, on ne travaille pas qu'avec des stagiaires. Non, on ne travaille pas qu'avec des stagiaires, mais bon, on n'est pas non plus une énorme entreprise. Oui, donc vous êtes 3 fondateurs, et il y a d'autres collaborateurs? Alors non, aujourd'hui, on n'est que 3 pour l'instant. D'accord. En fait, on cherche 2 stagiaires, on en cherche un dans toute la partie un petit peu, justement, community manager, animation des réseaux, et puis une partie un petit peu business développement. Donc, il ne faut pas hésiter, sur visibrain.com, il y a le... On peut envoyer un mail. Je trouve ça intéressant, problème. le profil des 3, vous êtes des profils complémentaires? Alors, vous êtes tous un peu du... Alors, on est complémentaires tout en étant 3 ingénieurs en informatique. D'accord. Donc, on est une entreprise technologique, hein, donc c'est cohérent. Bien expliqué, oui. Maintenant, on est complémentaires, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, finalement, il y a on va dire, la panel, il y a la technique pure, développement des algos en dur, puis on se déplace un peu sur le réseau, sur justement le marketing, et puis ensuite sur la partie commerciale. Voilà. Donc en pratique, on ne se marche pas du tout dessus, on est très complémentaires, ça se passe très très bien. Et ça fait 1 an qu'on est créé, enfin un peu plus d'1 an, mais ça fait 3 ans, bientôt 3 ans et demi qu'on travaille ensemble. D'accord. Le temps de développer le... Vous allez faire un chiffre d'affaires de combien Alors, on communique pas dessus, on n'a pas encore clôturé notre premier exercice. D'accord. Vous êtes en exercice décalé ou en exercice Ouais, un gros... Vous avez 18 mois le premier, c'est ça? Oui, entre 14 et 18, je ne sais plus combien. C'est ça, ouais. Bon, bon vent alors. Merci. Question de Philippe. Est-ce que Télécom EM propose des cours modules sur ces sujets? Oui, apparemment. Alors, c'est hyper intéressant. Voilà, nous on a dans le programme Grande École, on a des spécialisés. Alors en première année, je donne un cours qui s'appelle Société, Technologie, l'Information et la Communication, où je parle beaucoup des réseaux sociaux. Donc les étudiants sont sensibilisés dès la première année. Ensuite, ils ont des 2e années classiques et 3e année, ils se spécialisent puisque ça correspond au M2. Et donc là, on a plusieurs programmes, dont un programme, une spécialisation qui s'appelle Marketing numérique, qui est un excellent master parce qu'il est rare en France. C'est-à-dire qu'on forme, nous, à Télécom École de Management, des étudiants et des jeunes diplômés qui sont bons en management, et là en particulier en marketing électronique, mais aussi qui ont une culture techno. Ouais. En plus, sur le campus, on est à côté de l'école d'ingénieurs, donc ils ont, c'est pas que marketing, c'est marketing et technologie. Et donc, dans ce cours marketing numérique, il y a des cours spécifiques sur les réseaux sociaux et sur tout ça. Voilà. D'accord. Alors, question d'Elisabeth. On me dit que de vous signaler, parce que je suis un peu, vous savez, j'ai une mémoire de bulot, que le prochain atelier aura lieu donc le 7 décembre à 11h et que le thème c'est tout connecté. Alors, je ne sais pas qui va intervenir. Et quoi qu'il en soit, maintenant, celui-là, il est terminé. Donc, je vais vous demander chacun de conclure, peut-être avec Nicolas d'abord. C'est vaste comme sujet, hein, finalement, les réputations. Moi, je vais donner le point de vue du jeune diplômé, puisqu'on a démarré VisiBrain en sortant de l'école, donc ça fait pas très longtemps. Pour trouver un emploi, en tout cas, il faut y aller à fond sur les réseaux professionnels. Je veux dire, vraiment mettre l'accent sur LinkedIn, principalement. Twitter aussi, mais c'est plus un travail de fond, je pense, pour un jeune diplômé. Vraiment pas hésiter à se connecter avec tous les anciens de son école, avec tous les gens avec qui on veut travailler. Ça marche très très bien. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, excusez-moi d'être un peu iconoclaste, il ne faut pas aussi sortir, aller dans des dîners, aller dans des... vous voyez ce que je veux dire, être relationnel. Non, bien sûr. Vraiment, comme on parle d'irréputation, je pensais vraiment au web. Non, bien sûr, il ne faut pas rester à son bureau devant son ordinateur. Ouais. Parce que c'est le risque aussi parfois, quand on surinvestit tout ça, d'être moins sociable. Attends, je termine juste, je pense qu'un jeune diplômé, contrairement à quelqu'un qui est déjà bien établi, qui a beaucoup de contenu, voilà, typiquement, qui a déjà beaucoup de choses visibles sur Internet, il faut vraiment privilégier
Enfin, faut vraiment être synthétique et aller là où ça. Je fais vraiment ça, quoi, LinkedIn, Viadeo, enfin les sites comme ça, et vraiment les occuper à fond. Et je pense que c'est vraiment ça, et même encore plus que avoir les 3 premières pages de Google remplies de son propre contenu. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est vraiment au travers du réseau et au travers des réseaux professionnels. Voilà, il faut être actif sans être suractif. Après, on a le temps ensuite de construire. Ouais, bon, d'accord. Voilà. C'est votre conseil. Moi, c'est mon point de vue. Alors pour moi, la e-réputation, c'est intéressant à titre personnel, c'est-à-dire qu'effectivement pour les jeunes, on l'a dit plein de fois, mais c'est une source quand même intéressante en termes de recherche de stage, recherche d'emploi, parce que quand on n'a pas de réseau au début, on peut déjà se construire un réseau sur Internet quand on n'est pas connecté physiquement avec plein de gens et des gens connus. Je rappelle juste sur LinkedIn, si vous voulez toucher, j'en sais rien, le PDG de telle boîte, vous créez le profil LinkedIn et vous avez, si vous tapez le nom de cette personne, le nombre de photos de gens intermédiaires que vous devez toucher pour toucher cette personne. Bon, donc si on sait bien utiliser un peu ces réseaux, on arrive à quand même se connecter assez bien avec pas mal de gens. Donc se créer un réseau et trouver un emploi et trouver un stage. Après, la e-réputation, deuxième élément, et c'est dans ma conclusion, c'est de dire c'est aussi une source d'emploi elle-même. Aujourd'hui, il y a des nouvelles boîtes, il y a des grosses boîtes qui recrutent là-dessus, qui recrutent des community managers. Donc c'est aussi, je dirais, un sujet à aller rechercher, si ça vous intéresse, des jobs dans ce domaine-là. C'est aussi une source de recrutement. Et puis après, venez à l'école de management pour bien vous former là-dessus. Et pour terminer, je dirais juste par rapport à ce que vous disiez, pour moi, il n'y a pas évidemment de loin que l'Internet. Il faut gérer sa réputation sur Internet. Et puis après, évidemment, avoir un profil dans le monde physique. Il faut être relationnel. Il faut, ceci étant, plus on se connecte sur Internet, quelque part, si on n'y passe pas tout son temps, plus ça nous apprend aussi à rentrer en contact avec des gens qui sont parfois un peu connus, etc. Et ça, je dirais, ça émancipe les jeunes qui n'osent pas trop, même dans leurs entretiens, etc., s'affirmer par rapport aux personnes qu'elles ont en face. Voilà. Et d'ailleurs, cette heure qu'on a passée ensemble est tout à fait significative, parce que vous êtes vraiment là en chair et en os, et on va pouvoir vous revoir ad vitam aeternam après coup, quand on aura mis en ligne la vidéo. Donc, prochain rendez-vous, je le rappelle, c'est le 7 décembre, c'est sur le thème Tout connecté. Ça se passe à 11h, et on sera ravis de vous accueillir d'ici là. Bonne journée, bonne semaine. Au revoir.